Donc je ne vais pas vous parler du même sujet que de ce matin, on parlait beaucoup de la croissance durable, donc je vais parler d'une autre perspective. Personnellement, brièvement, j'ai fait du code, du data engineering, software engineering, où je faisais pas mal de qualité, de quality gates, de tests, etc. Et j'étais assez vite frustré que même si je faisais bien mon taf, j'avais plein de problèmes autour de moi. Voilà, avec la prod, avec le produit, avec les specs, etc. Et donc le reste de mon parcours, ça a toujours été de me dire comment est-ce que je peux résoudre la qualité de manière plus transverse dans l'ensemble du système de production logicielle. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur cette perspective. Alors ça, c'est un slide que j'aime bien commencer à partager. Donc je partageais déjà il y a plusieurs années quand on commençait à parler plus de quality engineering. Donc il y a deux messages intéressants ici à regarder. C'est l'aspect volatilité, mais on verra qu'il n'y a pas que ça aujourd'hui. Ça va faire rebond avec d'autres conférences. Le message le plus important, qui est Jeff Bezos l'a dit il y a assez longtemps, j'ai travaillé dans le retail, et on sait qu'Amazon c'est le monstre qui s'il se met à prendre votre segment, vous avez vos jours qui sont comptés. En fait, le message c'était de se dire que le sustainable, donc l'avantage compétitif que vous pouvez avoir, c'est celui de la rapidité et de l'effet de scale. Donc c'est plus juste d'être grand, d'avoir les moyens que vous y arrivez, et on verra que le marché a également changé autour de ça. Alors ça, ce mot de volatilité, désolé, j'ai dû faire un peu d'anglais parce que c'est un acronyme connu. C'est un acronyme utilisé dans la guerre froide pour décrire le monde. Donc la guerre froide, c'était déjà il y a un certain temps, on voit encore des problèmes aujourd'hui. Mais on décrivait le monde autour de 4 axes que vous voyez ici. Donc la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Voilà. Donc c'est ce qu'on utilisait pour décrire le monde. Bon, je vais faire un petit peu de choses, je ne veux pas vous rendre triste, mais c'est le monde dans lequel on vit. J'irai assez vite sur le positif, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, brouillard continu, on en a parlé, très difficile de prendre des décisions. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 3, 6 mois, etc. Bon, difficile à dire. Malheureusement, on n'a pas investi dans certains aspects qualitatifs de notre planète, donc on se retrouve avec d'autres problématiques sur les entreprises doivent faire face, mais ça crée de l'incertitude en plus. Personnellement, j'ai un budget à gérer, je pense que vous êtes tous dans les mêmes périodes aujourd'hui, septembre, octobre, des budgets. Ça commence à être compliqué, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins, on compte ses sous. Donc ça commence à être compliqué de faire des choix, mais on doit les faire. Et en plus, comme on n'aimait pas les défis, on fait du logiciel. Je pense qu'aujourd'hui, au travers des différents talks, on a compris que faire du logiciel, c'est pas simple. Il faut réussir à faire des expériences, on en parlait dans la keynote cet après-midi, qui créent des émotions positives avec des utilisateurs avec qui on n'interagit pas directement. Donc, premier challenge assez compliqué. Ensuite, on parlait, il y a beaucoup de techniques collaboratives dans le logiciel parce qu'il faut qu'on arrive à passer d'idées abstraites à quelque chose d'effectivement concret à implémenter. Et ensuite, on doit les adapter juste après par l'expérimentation. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à être assez clair sur qu'est-ce qu'on veut livrer pour les clients pour créer une émotion positive, il faut réussir à faire évoluer nos processus de production logicielle où ça n'arrête pas de changer tous les 5 minutes entre les technos, les méthodologies, on parle maintenant d'IA, etc. Donc beaucoup de complexité, et il faut réussir à rationaliser tout ça. Il y a un autre facteur, donc un rapport que je vous recommande de lire attentivement, c'est le State of Organization McKinsey 2023, qui est intéressant sur 10 grands challenges que les organisations ont à faire face. Alors c'est des points importants d'inflexion, de changement des sociétés et de nous-mêmes et des gens avec qui on va travailler qui complexifient encore plus la tâche. Alors les clients aujourd'hui, vous pouvez dire oui, j'ai investi dans la fidélité, etc. Ce qu'on voit sur les nouvelles générations dont on fait plus ou moins partie et celles qui arrivent, c'est voilà, si j'ai n'importe quel problème avec une marque, peu importe si j'ai acheté depuis 10 ans, s'il n'est pas résolu en 1 heure, je switch. J'ai plein d'options, j'ai le digital, c'est facile, voilà, low commitment. Si vous recrutez sur le marché, aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble mondial, 30% des positions qu'on cherche restent vacantes. Donc ça est quand même beaucoup. Si vous recherchez 10 personnes, ça veut dire qu'il y a 3 personnes, enfin 3 postes que vous n'allez jamais trouver quelqu'un pour le filer. Et ça, c'est plutôt sur la génération qui arrive dans l'entreprise actuelle. Donc ça peut être vu comme une opportunité ou pas, en fonction de comment on gère ce facteur. Mais c'est ce qui arrive, c'est que voilà, 30 à 40% des gens se projettent 6 mois dans une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être engagés. Mais ça veut dire qu'on est quand même sur un paradigme un peu différent de motivation et de maintenir les gens dans les organisations.
Et un autre facteur que j'ai trouvé pertinent de voir par rapport au, on va y arriver sur le quality engineering, sur la fragilité de notre environnement. Voilà, on pouvait se dire, moi j'avais quand même l'impression qu'à un moment c'était encore, on était revenu à l'époque de, il y a l'argent gratuit, infini. Donc si vous voulez réussir dans le marché, il suffit d'aller voir les bons VC, vous levez des millions, vous faites le super produit. Je pense qu'on a vu beaucoup de startups gaspiller de l'argent dans des choses très inutiles. Donc le lean aurait été intéressant dans ce paradigme. Mais ce qu'on voit qui change, donc aujourd'hui on est en 2023 et on continue dans ce même trend. Ce que vous voyez là, donc c'est le nombre d'unicornes créés par an. Donc on voit clairement que ça baisse. Les facteurs sous-jacents là-dedans, c'est aussi une baisse significative des investissements sur des nouvelles entreprises ou même dans les entreprises existantes. Donc il y a une vraie fragilité de l'écosystème sur comment est-ce que j'investis mon argent. Donc il y a une vraie question de j'ai des moyens, des ressources limitées dans un environnement très incertain. Où est-ce qu'on fait les choix d'investissement? C'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est un acronyme que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais donc on voit les mouvements de l'écosystème actuel. On se dit voilà, c'est plus uniquement VUCA, la volatilité dont parlait Jeff Bezos, qui est encore actuelle aujourd'hui. On parle de banni, donc brittle, j'y viendrai après, ça veut dire fragile. L'anxiété, la non-linéarité, on en a parlé d'ailleurs même sur le talk précédent. Et l'aspect, c'est plus dire c'est juste complexe et ambigu, c'est incompréhensible, avec des relations de cause à effet très difficiles à expliquer. Et ce qu'aujourd'hui je voudrais creuser avec vous sur le quality engineering, c'est sur l'aspect brittle, qui est vraiment en lien très fort avec la production logicielle. Alors qu'est-ce que c'est un système fragile? Donc c'est un système qui semble très stable. Donc je pense qu'on fera appel à nos amis du marketing pour nous aider aujourd'hui. Donc on a beaucoup de com, on vous communique sur quelque chose, vous avez une perception de dureté, de solidité. Sauf qu'en vrai, avec deux facteurs possibles, donc soit le temps, soit un élément de stress, il casse. Et donc on va voir qu'est-ce que c'est ce problème sur quand vous avez un système fragile et comment ça se transpose dans le logiciel. Alors dans le paradigme de la fragilité, il y a pas mal de gens qui ont réfléchi au sujet, il y a des livres anti-fragility, l'experience by design, etc. Ce qui est intéressant de voir sur les systèmes et leurs réactions sur s'ils sont fragiles ou pas, c'est comment ils réagissent à un élément de stress. Donc ici, il y a trois des 5 réactions possibles. Donc le premier, le fragile, c'est élément de stress, il casse. Donc c'est-à-dire si c'est votre entreprise et que c'est un événement qui impacte fortement votre entreprise, elle casse. Résilient, voilà, vous êtes touché, mais vous en remettez. Voilà, vous limitez les impacts, mais vous restez à votre performance actuelle. Et le dernier, donc l'antifragilité, c'est un système qui, malgré des éléments de stress, réagit, récupère plus vite que les autres, mais arrive à innover. Et c'est ce qu'on voit ici sur les modèles, donc Nassim Nicolas, avec des éléments intéressants là-dessus. Donc c'est quelles sont les réactions sur ces 4 systèmes. Et donc il y a un mot dans l'écosystème qui a surgi. C'est comment réussir à développer un système qui nous permet de passer d'un système fragile à antifragile. Alors l'antifragilité, vous pouvez la voir un peu comme le mythe de l'hydre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le mythe, voilà, où alors je ne sais plus le nom du héros dans la mythologie grecque, qui devait tuer un hydre à je ne sais plus combien de têtes, et dès il coupait une tête, il y en a 2 qui repoussaient. La différence, par contre, de système antifragile, c'est que c'est plus des têtes d'hydre qui vont repousser, c'est d'autres choses, parce que vous adaptez, vous innovez.
Donc voilà, c'est un peu comme essayer de se batailler comme Amazon, contre Amazon. Vous essayez de le battre, mais il finit toujours par gagner, malheureusement. Et donc, pour en revenir au logiciel, alors ça, c'est une étude de McKinsey, donc je la prends un peu avec des pincettes parce que personnellement, je sais que McKinsey veut vendre du consulting sur l'IT, etc. Donc il faut faire attention. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'analyses statistiques, etc., qui a été validées par des experts indépendants, qui dit qu'est-ce qu'il nous dit? C'est 95% des organisations, donc c'est pas 30, 40, 50, 95% annoncent des investissements digitaux et technologiques significatifs, donc plusieurs millions en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, sans avoir aucune capacité interne pour les supporter. Donc, en résumé, ils ont un système très fragile et ils viennent rajouter par-dessus des capacités digitales et technologiques sans aucune fondation. Donc, si je vous fais le résumé par rapport au graphe d'avant, la probabilité, ce qui va arriver, c'est que le système risque de casser ou très probablement de ne pas avoir les effets escomptés de performance. Et donc moi, j'ai déjà vécu ça, par exemple dans des entreprises en logiciel. En fait, on vous demande, d'un point de vue direction ou même de votre manager, de dire tu vas nous sortir du plat Michelin, tu vas innover tous les jours, tu vas sortir de l'excellence client, etc. Bon, par contre, on travaille dans ce type d'environnement. Et donc notre enjeu, c'est premier de laver la cuisine, trouver les bons cuisiniers, etc. et pour réussir à aller à ce niveau de performance. Et donc avant d'aller sur la solution, moi j'avais toujours une question dans mon travail qui était la plus importante, c'est quoi le problème? Alors, vous pouvez l'utiliser beaucoup avant d'avoir la bonne réponse, des fois ça dure longtemps. Alors, c'est intéressant de creuser pourquoi est-ce qu'on a autant de fragilité dans les organisations et dans les systèmes en général. Alors il y a deux causes principales, donc principalement liées au comportement humain, on le verra. Un accent excessif sur le court terme et la non-remédiation des problèmes structurels. Alors sur le court terme, j'ai pris un exemple assez simple. En fait, c'est le comportement on a réussi à vivre comme ça. Si je vous dis hamburger ou salade, prenez quoi maintenant? Tout le monde prend la salade? Moi, je suis pas sûr. En fait, le problème du comportement humain qu'on a, c'est qu'on a été, pour survivre, on devait prendre le meilleur choix maintenant parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait avoir demain. Intéressant par rapport au parallèle d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a du mal d'un point de vue humain à faire, c'est de se dire quel est l'impact de mon choix répété plus tard. Et on a encore plus de mal si on n'a pas un feedback tout de suite. Donc, par exemple, si vous faites 5 fois du sport dans la semaine, vous verrez le résultat plus tard. Mais on a du mal à le faire tous les jours parce qu'une fois qu'on l'a fait, on ne sent pas l'impact. Par contre, vous mangez 5 fois des hamburgers, c'est sympa quand même. C'est un bon goût tout de suite. Et en fait, on a un problème là-dessus globalement, d'un point de vue humain, et on le retrouve ça dans les organisations. Par exemple, si vous travaillez, alors surtout les gens des fois de la prod, je ne les critique pas parce qu'ils ont un vrai impératif de garantir la stabilité. Si personne prend du recul et d'un point de vue management, il n'y a pas les incentives alignés, etc., qu'est-ce qui va se passer? On va passer notre temps à résoudre le problème, l'incident qui vient d'arriver, parce que c'est super, il y a une crise, il y a un mec un peu pompier qui résout le problème, donc c'est super. Par contre, est-ce qu'on va réussir à aller au fond du problème et à résoudre les causes systémiques du problème? Et pas juste se dire j'avais des problèmes de performance, c'était à cause des serveurs ou je ne sais pas trop quoi dans le cloud, mais d'aller plus loin en se disant si on a eu ce problème, c'est parce qu'on a un problème de management, de KPI et d'incentive, un peu comme les exemples de Lean sur la keynote. Et donc on arrive au deuxième sujet, c'est une fois qu'on a une perspective un peu plus long terme pour se dire d'accord, il y a certains sujets, je dois voir le plus long terme et investir de manière différente pour les résoudre. Et du coup, comment est-ce que je comprends les problèmes et je les résous? Il y a deux sujets à adresser dans la remédiation des problèmes de fond. Et donc celui qu'on va creuser aujourd'hui, c'est l'aspect systémique, qui est de se dire quand j'essaie de résoudre un problème, je considère ça comme un système, j'essaie de le comprendre, et je ne vois pas ça juste comme quelque chose de simple, de relation de cause à effet, en disant j'ai trouvé le problème, c'est la solution ici, etc. Et donc, il faut réussir à adapter ça au monde du logiciel pour justement créer un système antifragile. Alors sur une approche systémique, vous devez voir, il faut voir les choses comme un système avec 4 grands éléments. Vous avez des entrants, un système au milieu qui a des activités, des acteurs au centre, très important. On n'est pas ici pour voir le système, qu'on va parler de production logicielle, comme une séquence d'activités. C'est loin d'être ça, c'est un système avec des acteurs qui collaborent, etc. Des outputs, donc la partie sortie.
Et ensuite, vous avez notre travail, résoudre le problème de gap entre l'état perçu et l'état qu'on aimerait avoir. Donc c'est ça qu'on va appliquer au logiciel pour le quality engineering. Alors qu'est-ce qu'on va appliquer? On va se dire, d'un point de vue entreprise, je dépends du logiciel. Du coup, j'ai un objectif métier de créer une expérience utilisateur qui crée une émotion positive. Au milieu de ça, j'ai tous mes investissements IT, people, software, etc. Et puis je sors un incrément logiciel que l'utilisateur va aimer ou pas. Et en fonction de ça, je vais travailler le gap de création de valeur, de dire est-ce que ça marche ou pas. Et donc c'est ce qu'on va creuser maintenant sur le quality engineering, qui est du coup, c'est bien plus que juste de dire je vais mettre de l'outillage sur ma pipeline de software. Oui, on peut le faire à certains égards, on verra à quel moment c'est pertinent, mais c'est d'avoir une approche systémique beaucoup plus large sur la production du logiciel. Alors sur le quality engineering, ça tombe bien, je fais écho à la keynote sur le Lean. Donc il y a un principe fondateur du quality engineering, c'est pour aller plus vite, c'est la qualité qui va nous le donner. Donc à l'instar du schéma que j'ai fait, c'est pas si on cherche la vitesse, il ne faut pas faire les choses vite, il faut faire les choses bien. Et on verra à quel degré et à quel niveau d'investissement il faut le faire. Alors sur les principes du quality engineering, donc il y a un principe fondateur qui est de reconnaître que la production logicielle, voilà, on peut parler d'agilité, de DevOps, de SRE, de plein de techniques, de paradigmes, etc. Mais il faut reconnaître que ces paradigmes sont liés dans votre système de production logicielle. Voilà. Le problème, c'est pas forcément que le DevOps, que l'agilité, que l'outillage, que créer une communauté de pratique, etc. Il faut voir ça dans son ensemble et reconnaître ça avec les acteurs au centre. Le deuxième, c'est de reconnaître que la croissance, ou en tout cas la capacité d'adaptation de l'entreprise, dépend du logiciel. Alors le logiciel au sens large, la data, le software, les assets que vous avez. Et que du coup, la performance de ces éléments dépend de votre niveau d'antifragilité de votre système de production logicielle. Donc, si votre système est fragile, vous aurez beaucoup de mal à atteindre les objectifs de croissance et d'adaptation de l'entreprise. Alors sur la définition, vous pouvez la trouver sur le site, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, c'est juste pour partager que le résumé le plus simple du quality engineering, c'est l'application de la qualité totale à la production logicielle. Alors comment est-ce qu'on l'adresse au niveau du quality engineering? Donc on a créé un framework avec la communauté QUnit, donc c'est l'approche, c'est le système Mamos. Donc Mamos, qu'est-ce que c'est? C'est la case bleue où on dit comment est-ce que je peux décrire mon système de production logicielle. Avec Mamos, on a 5 portes d'entrée qui nous permettent déjà de faire un premier découpage. Donc sur le premier bloc des méthodologies, on se retrouve sur toute la chaîne de construction logicielle, depuis la planification de où est-ce que ça a du sens d'aller investir, de faire des évolutions logicielles ou de créer des produits, jusqu'à la livraison en production, l'opération, les processus de rétrospective et l'apprentissage. Et ensuite, les 4 autres domaines sont beaucoup plus ceux qu'on oublie ou qu'on touche partiellement dans la production logicielle. Donc le deuxième de l'architecture, ça va toucher à comment vous organisez les logiciels, est-ce que vous faites du make or buy, l'observabilité, la résilience, tous ces sujets qui touchent à la techno et l'architecture. Le sujet cœur du management, qui est effectivement, si vous essayez de créer une organisation logicielle avec 100 personnes sans management, ça va être difficile de marcher. J'ai entendu beaucoup de fois aujourd'hui, à cause de décisions managériales, conséquences négatives, il y a un vrai rôle du management dans la performance logicielle. Alors, le choix des métriques, on en parlait dans le Lean. Quelles métriques vous mettez aux équipes? Quel bonus vous mettez entre les devs, la prod, le produit, etc. Si vous en mettez des différents d'ailleurs, ça va impacter directement la manière dont les acteurs vont collaborer sur la chaîne logicielle et du coup sur votre performance de votre incrément à la fin. Le quatrième, c'est le choix d'organisation. Alors dans l'organisation, il y a pas mal de choses, on le verra. Mais pour faire court, c'est à qui vous donnez le pouvoir et à qui vous donnez le budget. Voilà. Donc si vous mettez dans l'organisation un CTO qui a tout le budget tech et qui fait ce qu'il veut, vous aurez un résultat donné. Si vous mettez un CPO à côté, un CTO avec des budgets différents et des ressources différentes, vous allez créer des jeux de pouvoir différents qui vont impacter votre performance. Voilà. Donc le choix dépend de votre contexte, mais il faut reconnaître que c'est ce qui va directement influer sur votre capacité à produire du logiciel. Voilà. Si vous dites la QA, si vous dites la QA, c'est pas important, c'est facile, je vais l'externaliser en... Ouais. Le rouge? Ah, c'est bon. Si vous dites que vous externalisez la QA en Inde parce que c'est pas stratégique
et qu'après vous vous rendez compte que vous livrez 2 semaines ou 4 semaines plus tard avec des problèmes de qualité, il y a bien un impact de l'organisation sur votre performance logicielle. Et puis les compétences, c'est un des sujets clés avec cette variabilité des ressources, la difficulté à acquérir des compétences. Et voilà, c'est là aussi qu'entre les communautés, la reconnaissance des expertises, etc. Et donc l'enjeu, c'est de réussir à travailler sur ce système au complet pour se dire, quand je démarre, globalement, il est fragile, avec des problématiques différentes suivant les organisations. Et notre job, c'est de réussir à élever ce niveau à un niveau d'antifragilité pour se dire, peu importe les événements extérieurs, mon système de production logicielle va me permettre de supporter mieux mon entreprise. Alors ça, c'est sur le site, je ne vais pas vous passer les 50 cases aujourd'hui, mais donc Mamos a un niveau 2 qui décrit, se dire, qu'est-ce qu'il y a dans les méthodes ? Il y a où est-ce que je focus mon effort, comment est-ce que je planifie, le design, les spécifications, etc. Donc vous avez la description de tout le système de production logicielle qui est ici. Donc l'idée, c'est pas de le connaître par cœur, et je vais partager juste après comment en quality engineering. Voilà, on ne va pas mesurer le nombre de tests, la stabilité des tests, etc. Ça sera important à un moment donné pour résoudre un problème précis. Mais au global, c'est, d'un point de vue business, est-ce que vos clients sont satisfaits de votre logiciel, de votre entreprise par le logiciel? Première question. Et quel est votre market growth, voilà, votre croissance dans le marché? Voilà, si, comme beaucoup d'entreprises, on est à 2 ou 4, difficilement le logiciel est en train de bien nous aider à avoir une performance. Sur l'organisation, il y a 2 indicateurs qui est aussi quelle est la performance du point de vue des employés de travailler ici. Voilà, je pense que c'est un indicateur d'ailleurs intéressant qui est rarement mesuré dans beaucoup d'organisations, ça en dit beaucoup sur l'organisation. Et ensuite, les revenus par entreprise, parce qu'il faut bien aujourd'hui des mesures financières. J'ai l'espérance que ça évolue, on parlait ce matin de qualité durable avec d'autres indicateurs et ça devrait évoluer. Et ensuite, vous avez 2 indicateurs plus précis qui sont plutôt liés à votre production logicielle. Alors vous retrouverez des choses ici du DevOps qui facilite aussi, le DevOps, les 4 métriques Accelerate qui facilitent la mesure. Donc il y a le lead time for change, la rapidité de recovery. Il y en a un qui est différent, donc c'est votre capacité à prévoir votre capacité de production. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent au quarter, sprint, quarterly planning, etc. Néanmoins, il y a très peu d'entreprises qui arrivent à prévoir, de dire par rapport à ce que je prévois d'ici 3 mois, j'ai une très bonne confiance et historique sur ma livraison logicielle et je sais très bien planifier par rapport à mes réelles capacités de production. Voilà, donc ça, c'est les 8 indicateurs qui vous permettent de vous positionner sur le radar de quality engineering. Et donc du coup, sur le paradigme, comment on met en place, on va revenir à notre histoire de salade et d'hamburger. Si vous êtes dans une entreprise qui a cette approche que je décris ici, il faut, si vous avez l'occasion de bouger, je le recommande. En fait, c'est les gens qui mangent un hamburger. Donc, ils vont toujours dire, on fait le plus vite. Bon, sauf le plus vite, au bout d'un moment, ça commence à faire une dette technique tellement énorme que tout se casse ou qu'on ne sait plus évoluer. Ce jour-là, il vaut mieux pas être dans cette entreprise. Mais c'est ce qu'on peut voir. Alors, sur quality engineering, la différence, on ne va pas être là en disant, nous, on fait qualité, donc tout ce qui est court terme, on arrête, on fait que le long terme et on va tout livrer d'ici 1 an. C'est pas possible. Il faut équilibrer. Donc, on va revenir au paradigme qui dit, la qualité donne la vitesse. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à convaincre les décideurs, ou si vous en avez le pouvoir, tout de suite de dire, moi, je vais allouer une partie des décisions court-termistes pour les investir en qualité. On verra sur quel aspect, pour justement que ça m'améliore ma vitesse à long terme. Donc vous commencerez à être un peu plus dans le monde des salades au lieu des hamburgers uniquement.
Alors du coup, la question à 1 million d'euros ou plus peut-être d'ailleurs, c'est du coup, où est-ce que j'investis dans ce bloc qualité? Bon, on va parler, il y a des moyens limités, on ne peut pas dire je vais prendre tous les investissements de l'IT, je vais tout mettre dans la qualité, ça va le faire. Donc, investissement limité, il faut faire des choix et renoncer à certaines choses. Donc du coup, là, le modèle qu'on a développé dans la communauté, c'est il y a un modèle plutôt dire global que je vais vous partager, et après, il y a des modèles spécifiques qu'on applique à des problèmes, comme passer de la QA au QA. Donc sur l'approche Quality Engineering, il y a première question qu'il faut poser avant de rentrer dans le comment, où sont mes problèmes, c'est quel problème de qualité vous essayez de résoudre, et ou quel problème de vitesse vous essayez de résoudre. Et il faut que ce soit lié à un problème métier que vous arrivez à partager, donc vous pouvez utiliser le modèle de maturité par exemple. La deuxième étape, c'est d'aller trouver les causes structurelles des problèmes de qualité. Donc c'est pas juste dire ouais, j'ai de la régression, donc je vais mettre des tests. Il y a probablement plusieurs causes sous-jacentes à les développer. Et ensuite, c'est se dire, une fois que j'ai trouvé et que je vais agir, je dois réussir à mesurer l'amélioration de mes actions. Et donc, il y a 2 indicateurs que vous devez suivre, donc les outputs et les outcomes. Donc, par exemple, si vous avez ce type de problème qu'on voit dans des entreprises concrètes avec qui on a pu travailler, voilà, on fait des projets. Une fois qu'on met en prod, on se rend compte d'impacts structurants qu'on n'a pas vus. Et on a un taux de rework à 50%. Voilà, donc même pas besoin de rentrer dans la valorisation des impacts financiers ici, ça veut dire que vous avez gaspillé tous les gens qui ont travaillé, 50% du temps a été complètement perdu, plus le temps de travail à nouveau. Et ensuite, en vitesse, par rapport à votre concurrence ou par rapport même à un benchmark, voilà, du planning au développement, donc avant qu'un développeur commence à faire la moindre ligne de code, vous mettez 8 semaines. Donc il y a probablement plusieurs problèmes sous-jacents ici. Et vous avez un cycle de livraison toutes les 3 semaines. Voilà, donc en gros, si vous faites ça dans une année, ça ne vous donne pas beaucoup d'opportunités de mettre en production. Et donc du coup, l'étape d'après, c'est d'aller, alors là je fais le raccourci, il y a un travail de fond d'aller comprendre où sont mes problèmes, et du coup de se dire, mes problèmes de qualité que je mentionnais, par exemple, si vous dites, j'ai un problème dans les impacts structurants, en gros, on développe sans savoir c'est quoi les impacts, vous avez probablement un problème de design, mais peut-être aussi un problème de modularité, parce que peut-être des gens sont mis à faire des microservices alors qu'il n'y en avait pas besoin, et du coup, plus personne comprend le SI, parce que c'est fragmenté à outrance. Voilà, donc c'est un exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un problème sous-jacent à ça, qui est le management n'a pas défini une vision claire du produit, ou en tout cas des règles du jeu de collaboration par rapport à la tech et au produit. Voilà. Donc voilà, c'est des exemples ici, il y a d'autres cases ici que je ne vais pas forcément détailler. Et donc dans le modèle MAMOS, vous avez la capacité d'assesser de manière plus détaillée chacune des cases que je vous ai montrées pour le niveau de maturité. Et l'idée, c'est de réussir, par le traitement des causes racines, de comprendre votre système de production logicielle, comment est-ce qu'il marche, où sont les points d'appui, où sont les faiblesses, et qu'est-ce qui se passe quand vous regardez, quelles sont les causes-conséquences que vous pouvez voir, et justement, par l'action, voir le résultat et agir dessus. Et donc après, l'étape d'après, une fois que vous avez dit, ok, je vais faire une vision du management, je vais arrêter de faire du microservice trop fin, je vais faire plutôt des modules fonctionnels plutôt clairs, et je vais mettre en place une design authority pour valider tous les changements logiciels avant qu'ils aillent en développement, vous pouvez commencer à mesurer, est-ce que je vais m'améliorer par rapport aux problématiques que j'ai rencontrées. Voilà. Et donc là, c'est intéressant d'avoir 2 typologies de métriques, des outputs qui sont plutôt liés à votre processus, en disant, voilà, je vais travailler, etc. Combien de design authority review j'ai fait, combien sont avec succès, etc. Et sur les outcomes, à la fin, c'est se dire, avec ça, est-ce que j'ai bien une différence significative dans ce qu'il y avait avant? Parce que des fois, vous allez essayer quelque chose, vous allez avoir une amélioration de l'output, mais en termes d'outcome, votre problème va se maintenir. Et donc c'est là qu'il faut adapter la tactique d'implémentation. Donc voilà, donc ça c'était le modèle d'application de Quality Engineering par rapport à des problèmes de qualité et de vitesse systémiques. Bon, et aujourd'hui, du coup, j'ai voulu partager comment vous pouvez utiliser MAMOS pour justement arriver à développer un système, alors qui peut être fragile ou modeling en fonction de votre niveau de maturité, pour le développer à un niveau d'antifragilité du point de vue des rôles de qualité et test qu'on connaît. Donc du coup, si on applique le modèle MAMOS, du coup, ça s'est basé sur l'étude de pas mal de cas d'études du software. Donc on a défini 5 niveaux de maturité pour passer du niveau QA à Quality Engineering. Et encore une fois, Quality Engineering, c'est pas juste mettre des outillages dans la pipeline. Donc il y a
Un premier niveau qui est, je pense, le niveau industriel qu'on retrouve très peu aujourd'hui, mais qu'on retrouve néanmoins parfois, qui a un niveau de quality control qui est vraiment lié. Bon, vous créez le code, je vérifie après. Bon, je préfère pas être là pour mesurer la performance. Ensuite, il y a un niveau 1 ou 2, en fonction de comment on compte, qui est le niveau quality assurance, qui est celui qu'on connaît beaucoup, de QA. Et ensuite, ce qui a été intéressant de détailler, c'était le niveau de quality assistance et enablement, qui donne l'ordre dans lequel adresser les sujets dans votre système de production logicielle. Donc, normalement, ce qui se passe d'un point de vue quality assurance, c'est qu'on a une personne de QA ou un département QA relativement isolé, pas forcément en collaboration forte avec l'équipe de développement, des indicateurs différents, etc. entre les différentes équipes. Et donc l'enjeu qu'il faut réussir à faire pour passer à un niveau de quality engineering d'un point de vue qualité et test, il y a un premier sujet qui est de dire, voilà, on en parlait, la qualité est l'affaire de tous, etc. Mais c'est changer la perspective de la qualité globalement dans l'organisation. Et donc là, il faut faire des choix. Et le choix, c'est se dire, c'est pas le moment d'aller mettre plein d'outillages, d'architecture, d'outillage, de QA, etc., de CI/CD, avec des tests automatisés de non-régression, etc., si vous n'avez pas l'organisation qui va les maintenir derrière. Parce que si vous passez un an à mettre en place des tests de non-rég, et qu'après, vous partez, les devs les maintiennent pas et que tout est à la poubelle, c'est un vrai gaspillage. Donc l'enjeu, c'est se dire, en termes de steps, ce qui est intéressant, c'est de réussir à se dire, en premier, c'est déjà adresser l'organisation et le management pour créer un modèle de collaboration différent autour de la qualité. Alors des réponses, il y en a plein. Vous pouvez avoir une équipe QA super forte que vous rappelez Quality Engineering qui va être très coach, ambassadeur auprès des équipes de développement. Il y a des gens qui enlèvent l'équipe QA, ils laissent juste un mec plutôt leader qui va faire l'enablement des différentes équipes. Les choix ici sont variés, mais l'enjeu c'est de bien injecter la qualité dans l'ensemble du système de production logicielle. Alors ça c'est retombé. Voilà. Et donc la partie d'après, vous pouvez adresser du coup l'architecture, les compétences, etc. une fois que vous avez adressé les sujets d'organisation. Et donc après, il y a un modèle plus détaillé qui vous dit en fait, ici c'est les cases MAMOS que vous devez actionner à chacun des niveaux. Donc, par exemple, sur la partie quality assistance, ce qui est intéressant d'aller faire, c'est pas forcément d'aller mettre de l'outillage, etc., d'aller dans le SRE, le déploiement, etc. C'est plutôt de se dire, si je veux collaborer et faire comprendre à tout le monde que la qualité c'est important et que c'est pas juste des tests et que c'est plus large, je vais agir sur les phases de design. Et il y a plein de méthodologies liées aux phases de design où on peut faire collaborer les gens pour leur faire comprendre qu'il y a différents attributs qualité, qu'il faut les détecter au plus tôt en amont. Et ensuite, vous pouvez agir sur les rétrospectives pour justement que les gens se rendent compte que les choses qu'on n'a pas vues, comment est-ce qu'on améliore la prochaine phase de design. Sur l'aspect management, c'est là qu'il faut que quelqu'un, une ou plusieurs personnes supportent la démarche pour justement casser les silos organisationnels que vous pouvez avoir, favoriser la communication transverse, ou comme dans le Lean, on parlait de faire parler les gens sur les problèmes. Il faut une force supplémentaire. Ce n'est pas les gens qui vont le faire forcément de eux-mêmes s'il y a des freins organisationnels. Et puis au niveau de l'organisation, c'est le moment de potentiellement faire évoluer votre structure. Donc ça ne veut pas dire enlever l'équipe QA, etc. Il faut faire évoluer le modèle de responsabilité, déjà, tout le monde, c'est pas que la QA qui est responsable des bugs, des tests, de la qualité sortie du logiciel. Voilà. Et donc ça c'est un exemple, mais la logique c'est celle-là sur l'ensemble du modèle. Donc vous actionnez différentes cases, justement, pour justement vous dire, quand je suis arrivé en mode Quality Engineering, mon modèle au départ était alors fragile ou pas forcément fragile, mais pouvait être résilient. Il me manquait des cases, et j'ai réussi à développer mes cases à un niveau de maturité suffisant pour que mon entreprise puisse mieux se développer par rapport au logiciel. Voilà. Et donc ici, on est bien sur une perspective QA à QE. Donc vous pouvez me dire, mais si on fait le slide d'avant, on ne remplit pas toutes les cases. Oui, pour faire du quality engineering, il faut aussi que d'autres personnes agissent sur le système logiciel. C'est difficilement tout seul en QA et test qu'on peut tout résoudre. Voilà. Et donc par rapport au niveau de maturité, normalement, ce qu'on voit par rapport aux métriques, on est en train d'ajuster par rapport au survey, c'est de se dire sur le niveau de quality assurance, en fait, on est sur du modeling et on arrive au niveau maximum. Et on commence à passer au niveau mastering, donc à livrer plus vite, à créer plus de valeur pour l'entreprise, etc. Au fur et à mesure qu'on passe dans les niveaux suivants. Et le niveau quality engineering, il est hyper difficile à atteindre. C'est les niveaux type Amazon, etc., d'excellence de production logicielle et d'autres investissements, d'autres mindsets, etc. Mais c'est vers là qu'il faut qu'on arrive à tirer notre entreprise, justement, pour construire
un système antifragile. Donc autour de Mamos, il y a pas mal d'autres contenus que je ne vais pas détailler aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur le site si ça vous intéresse, ou qu'il y a des modèles d'organisation sur comment structurer des équipes logicielles en passant d'une start-up, une scale-up à des entreprises plus grandes. Et aussi comment organiser vos équipes par rapport aux typologies d'architecture, si vous faites du modulite, du macroservice, etc. Alors par rapport au takeaway aujourd'hui, je vous assure, j'ai rien contre l'agile, j'avais juste l'objectif de faire un petit jeu de mots. Donc, ce que vous devez retenir pour moi aujourd'hui par rapport au quality engineering, c'est construire un système. Donc quality engineering, c'est le système de production logicielle, c'est pas juste la pipeline. L'enjeu, c'est de créer un système anti-fragile. Donc c'est vraiment ça, ce niveau de maturité vers lequel il faut tirer. Voilà. Et une des solutions que je vous propose, c'est de le faire avec Mamos, qui décrit le système de production logicielle et où vous devez agir. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous allez sur le site Mamos Assessment, vous pouvez le faire, il y aura les 8 questions si ça vous intéresse de le faire et de récolter des feedbacks par la suite et l'évolution. Merci.